Je vous propose que nous commencions ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. L'idée aujourd'hui, c'est de parler ensemble de CSRD et de CS3D, comme je le disais. Je suis accompagnée ce matin par une des consultantes du cabinet, qui est Sarah Lequestre, qui sera avec moi pour répondre à vos questions. Moi, je suis Fanny Vénard, je suis associée et directrice générale du cabinet Buy Your Way, que nous vous présenterons un peu plus en détail à la fin de ce webinaire. L'objectif, c'est de passer une heure ensemble aujourd'hui. D'abord, de vous présenter quelques éléments de notre lecture de ces différentes directives, à la fois la CSRD qui entre en vigueur et dont certains d'entre vous, voire même j'imagine beaucoup d'entre vous, ont entendu parler et dans laquelle vous êtes en train certainement de travailler, et puis de la CS3D, cette directive votée plus récemment sur les sujets de devoir de vigilance. L'objectif, c'est à la fois de comprendre ensemble les exigences réglementaires, mais au-delà de la conformité, hein, puisqu'on est dans des exigences réglementaires, dans des directives européennes, dans une mise en conformité de vos pratiques, surtout de voir comment on travaille la performance. Ces directives, en fait, elles servent à améliorer au final la performance RSE des entreprises. Et puis de travailler, de voir ensemble à la fois via une présentation et nos idées à vous présenter, mais aussi en échangeant ensemble, parce qu'on croit que c'est vraiment en travaillant ensemble et en échangeant ensemble qu'on pourra creuser encore mieux ce sujet. Attention, comment mettre en œuvre ces directives, quels sont les liens entre ces directives. On va ensemble parler, je le disais, obligations réglementaires, mise en œuvre des directives. Pour nous, chez Buy Your Way, depuis qu'on existe, depuis 2013, on réalise des démarches achats responsables, on met en œuvre des stratégies achats responsables avec des principes qu'on va retrouver aujourd'hui dans ces différentes directives. Et l'idée, c'est de voir ensemble comment, au-delà de la mise en conformité, comme je le disais, enfin, ça peut venir aussi nourrir vos démarches achats responsables plus largement, comme on le faisait historiquement. On faisait déjà des cartographies des risques chez Buy Your Way il y a plus de 10 ans, et par exemple, pour pouvoir mettre en œuvre des actions pertinentes. Donc, comment aussi cette mise en conformité, elle peut être pertinente pour vos démarches achats responsables. Alors, pour commencer par rentrer dans le dur, entre guillemets, de ces réglementations, on a aujourd'hui deux acronymes qui peuvent parfois paraître un peu barbares, la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, et puis la CS3D ou CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Les deux grands principes qu'il faut avoir à l'esprit lorsqu'on parle de ces directives, c'est qu'elles parlent toutes les deux de sustainability, donc toutes les deux de RSE. Mais dans la CSRD, celle qui entre en vigueur maintenant dans le droit français et pour lesquelles les entreprises se préparent, c'est une obligation de reporting. L'objectif, c'est de dire ce qu'on fait. C'est un objectif de communication publique sur des données de durabilité avec une vocation de comparabilité, hein, que tout le monde reporte avec des cadres qui sont les mêmes. C'est ça, à ça que pousse la CSRD. Mais c'est une obligation de dire, et donc potentiellement, on peut dire qu'on ne fait rien sur certains sujets, avec derrière le risque de s'exposer bien évidemment à des parties prenantes externes qui vous demanderaient pourquoi vous ne faites rien, mais vous avez le droit de ne rien faire, entre guillemets, sur le sujet de CSRD, quand sur la CS3D, c'est ces principes de vigilance, et qu'on a déjà en France pour les plus grosses entreprises françaises avec la loi sur le devoir de vigilance, c'est une obligation de faire, d'agir, de mettre en œuvre des mesures de vigilance, avec une obligation de moyens en général. On verra sur le sujet de l'obligation de résultats sur certaines parties. Ces deux directives, une qui vous demande de dire ce que vous faites et l'autre qui vous demande de mettre en œuvre des choses sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, elles sont quand même sous-tendues par des principes qui sont les mêmes, les principes de responsabilité sociétale bien évidemment, et puis on va le voir, les principes directeurs des Nations Unies, les principes directeurs de l'OCDE, qui sont au fondement, entre guillemets, des principes de vigilance et sur lesquels on reviendra ensemble. Alors, des obligations réglementaires qui sont complémentaires, qui se répondent l'une l'autre. La CSRD, je vous le disais, alors a été adoptée il y a
2 ans. En général, les transpositions du droit européen vers le droit national des États membres de l'Union européenne sont de 2 ans, et qui donc entrent en vigueur en janvier 2024, avec donc un premier reporting à partir de 2025. On a une obligation qui va s'appliquer en s'étalant dans le temps. Je ne vais pas m'étaler très longtemps sur la CSRD parce qu'on a eu beaucoup de webinaires de plein de consultants qui vous ont expliqué, de plein d'experts qui vous ont expliqué ce qu'est la CSRD. Mais donc, je vous rappelle qu'il y a une entrée en vigueur qui s'étale jusqu'aux entreprises de 250 salariés en 2025. Et puis, pour les PME cotées en bourse en 2026, qui représentent à peu près 50 000 entreprises. Et on va le voir européenne, mais aussi non européenne, puisqu'on a cette notion d'extraterritorialité qu'on retrouve dans les 2 directives, avec une obligation donc de publier un reporting extra-financier avec une autorité de contrôle, mais aussi avec une vérification qui doit être faite par des organismes tiers indépendants. Et avec des sanctions qui sont bien évidemment liées à la non-publication ou non-audit de ces publications. Dans l'obligation de faire, avec la directive sur le devoir de vigilance, l'idée, c'est d'avoir un comportement qui soit plus durable et qui soit plus responsable, à la fois dans les activités et dans l'ensemble de la chaîne de valeur. On a une directive qui a été adoptée fin avril, enfin même avec de derniers votes en mai. On a une directive qui donc normalement devrait mettre 2 ans à être transposée dans le droit français, et donc avec une entrée en vigueur certainement en 2026, et donc un premier reporting sur les plans de vigilance en 2027, sachant que les entreprises concernées depuis 2017 par la loi sur le devoir de vigilance, et donc les premières entreprises visées, puisque on sera en 2027 pour les entreprises de plus de 5000 salariés, ont déjà normalement leur plan de vigilance publié. On va descendre non pas au même seuil que pour la CSRD de 250 ou des PME, mais jusqu'à des entreprises de 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. On touche à peu près 6000 entreprises européennes, mais on va aussi toucher de grosses entreprises internationales dont le siège ne serait pas basé en Europe, mais qui auraient des activités qui rentreraient dans les seuils en Europe. La création d'une autorité de contrôle et de surveillance désignée dans chaque État membre. Aujourd'hui, en France, sur la loi sur le devoir de vigilance, on n'a pas de ces autorités de contrôle. On l'a par exemple sur l'application de la loi Sapin 2 de lutte contre la corruption avec l'Agence française anticorruption. L'objectif est d'avoir ce type d'autorité de surveillance. On a des sanctions qui vont être un peu plus fortes que la loi sur le devoir de vigilance actuelle, qui aujourd'hui sont principalement liées à l'absence de plan de vigilance, avec des amendes administratives jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel net mondial, et la responsabilité de l'entreprise qui peut être bien sûr mise en cause via des poursuites, voire la responsabilité civile pour indemniser les victimes selon la décision de l'État membre. Donc on est sur une directive qui va plus loin aujourd'hui que la loi que nous avions en France depuis 2017. En tout cas, sur ces sanctions et sur le périmètre couvert. Sur d'entreprises qui vont être soumises. Sur les thématiques et sur la notion de chaîne de valeur, la CSRD comme la CS3D vise l'ensemble de la chaîne de valeur. Sur la CSRD, c'est toute la chaîne de valeur. Sur la CS3D, on est sur tout l'amont et les activités propres, donc toute la chaîne d'approvisionnement et les activités de l'entreprise. Et après, sur l'aval, on est plus limité aux activités de distribution, de transport et de stockage, sur des domaines qui sont les incidences négatives sur l'environnement et sur les droits de l'homme pour la CS3D, et sur la CSRD, sur toutes les thématiques aujourd'hui qui regroupent la notion de RSE. Je vais me concentrer sur les exigences de la directive sur le devoir de vigilance, d'intégrer le devoir de vigilance aux politiques et au système de gestion des risques de l'entreprise, et puis de mettre en œuvre les principes de vigilance dont je vous parlais et qu'on retrouve depuis les lignes directrices de l'OCDE et de l'ONU 2010-2011, dans la norme ISO 20400 sur le sujet des achats responsables, qui sont la cartographie des incidences négatives réelles ou potentielles. Cartographie qui veut dire recenser ces incidences, les évaluer, les hiérarchiser. Le plan d'action en fonction des incidences, il doit vraiment découler de la cartographie. C'est la cartographie, notre boussole, qui doit nous dire là où on doit agir par la suite dans les plans d'action,
qui doivent prévenir ces incidences, mais les atténuer aussi lorsqu'elles arrivent, voire les supprimer et réparer en cas d'incidence négative. L'idée est d'avoir des échanges constructifs avec les parties prenantes. Si vous vous souvenez de la loi française, on a le fait que le plan de vigilance est amené à être co-construit en collaboration, enfin établi même en collaboration avec les parties prenantes. C'est aujourd'hui quelque chose qui est assez flou et pas toujours fait par les entreprises. On a, comme toujours dans les principes de vigilance, la mise en place d'un mécanisme et de procédures d'alerte. Et puis un système de surveillance et d'efficacité des mesures qui doit dire, en fait, est-ce que ce que je mets en place est pertinent au regard des risques? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et sinon, comment je corrige? Tout ça doit être publié dans un rapport annuel qui sera certainement le reporting extra-financier. Et puis l'inclusion d'un plan de transition climatique qui doit être un plan de transition qui doit amener l'entreprise à être en accord avec les objectifs de l'accord de Paris, et donc 1,5 degrés, sauf puisque ces principes-là sont aussi intégrés dans la CSRD. Alors, la loi française, je vous le disais, existe depuis 2017. Quelles sont les évolutions? J'ai commencé à les distiller. Le champ d'application est étendu et on a cette notion d'extraterritorialité avec des entreprises non européennes qui seraient soumises si elles dépassent les seuils en Europe. La clarification du périmètre de la chaîne de valeur et des parties prenantes à considérer. On a maintenant les différentes étapes de la chaîne de valeur à prendre en compte, ce qui n'était pas forcément très clair dans la loi française qui parlait de relations commerciales établies. L'obligation pour les administrateurs d'intégrer les notions climatiques et de vigilance dans la stratégie de l'entreprise et d'en superviser la mise en œuvre. L'idée, c'est vraiment que le conseil d'administration, cet organe de gouvernance, intègre ces notions-là directement depuis le départ. Le contrôle du rapport annuel, effectué par une autorité de surveillance nationale, et donc la création de cette autorité de surveillance. Et puis des sanctions, je vous le disais, qui sont plus dissuasives, notamment sur les pénalités financières. La spécificité française qui risque d'être conservée, puisque je vous rappelle que la transposition d'une directive européenne dans le droit national des États membres de l'Union européenne doit se faire directement dans la directive, mais si la loi, enfin directement via la directive, mais si la loi déjà existante, préexistante de l'État membre va plus loin, entre guillemets, ou que l'État membre décide d'aller plus loin, elle peut conserver ces dispositions. Donc en France, on a des renvois possibles vers les informations relatives à la durabilité du rapport de gestion conforme à la CSRD. Et puis, on a une mention explicite dans la loi sur le devoir de vigilance des notions de santé, d'atteinte grave à la santé et la sécurité des personnes, parmi les risques considérés qui sont plus aujourd'hui englobés dans les notions de droits de l'homme côté CSRD. Alors, sur le périmètre amont, l'idée sur la CSRD comme sur la CS3D, c'est d'avoir le même périmètre à considérer pour la partie amont de la chaîne de valeur. On précise dans la CS3D sur le devoir de vigilance que les partenaires commerciaux à prendre en compte sont à la fois ceux liés à l'entreprise par un accord commercial direct, un peu ce que vous retrouvez dans la loi française, mais également indirect, qui exercent des activités commerciales en lien avec les activités de l'entreprise, ses produits ou ses services. Et c'est la CSRD, notamment via le SRS S2, qui est dédié aux travailleurs de la chaîne de valeur, qui va donner des exemples et sur lesquels on peut se baser. Les travailleurs et prestataires de services externalisés qui opèrent dans les locaux de l'entreprise. On va retrouver par exemple ici tous les principes de facility manager, enfin toutes les prestations de facility manager qui sont à risque, notamment sur des enjeux sociaux par exemple, et qui sont rarement prises en compte aujourd'hui dans les mesures de vigilance des entreprises parce que c'est des achats indirects, ils sont souvent pas très stratégiques, souvent comme c'est en lien avec la loi ou le droit du travail local, on se pose pas trop la question. Donc on va retrouver en fait toutes ces prestations qui vont être exercées dans les locaux de l'organisation donneuses d'ordre. Les travailleurs d'un fournisseur qui opère dans les locaux de ce fournisseur, donc là c'est plutôt un fournisseur plus classique. Les travailleurs qui réalisent des tâches de maintenance régulière sur l'équipement fourni par son entité à l'entreprise et qui opèrent sur un lieu de travail contrôlé par l'entreprise, c'est toutes les personnes qui vont venir maintenir votre parc industriel par exemple, vos machines dans vos usines, mais aussi la maintenance de vos ascenseurs par exemple, sur des achats plus indirects ou qui peuvent sembler moins stratégiques. Donc l'idée c'est que quand on va
au moins réaliser la cartographie, et je reviendrai là-dessus, on prend en compte ces travailleurs-là. Et puis, les travailleurs en amont de la chaîne d'approvisionnement, qui sont plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, et donc là, plus «indirects» entre guillemets, qui extrait les matières premières, qui sont ensuite transformées pour les produits qui vont être produits par l'entreprise. Donc en fait, on va plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, ou en tout cas on est plus précis sur ces différents travailleurs qui sont intégrés dans la chaîne d'approvisionnement, et on va prendre en compte la chaîne d'approvisionnement des achats directs, comme on peut le voir, mais aussi plus indirects. Alors, pourquoi c'est important d'avoir la vision sur toute cette chaîne d'approvisionnement et de remonter très loin dans la chaîne d'approvisionnement? C'est parce qu'en fait, potentiellement, les risques, ils vont se retrouver à différentes étapes de la chaîne. Là, on vous a donné l'exemple de deux catégories d'achats qui vont être différentes. Alors, on peut prendre différents exemples, hein. Ça peut être une machine qu'on achète, ça peut être un emballage qu'on achète. Et puis, on va avoir justement toute cette chaîne de valeur. Et en fait, le risque qu'on a ici identifié par des éclairs rouges, qui peut être fort, ou le risque qui peut être moyen, ou en tout cas la zone d'ombre qu'on a identifiée ici par des nuages, elle peut exister à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, quand vous achetez un packaging en carton, par exemple, eh ben, en fait, le risque de déforestation, il va se retrouver tout au bout de la chaîne d'approvisionnement. Le risque pour les communautés locales va potentiellement se trouver tout au bout de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, le risque de la santé et la sécurité des personnes qui vont transformer cette matière, par exemple avec certains produits, eh ben, elle va se retrouver plutôt à la phase de transformation. Donc, c'est là que c'est important d'avoir identifié ces risques sur la première phase qu'est la cartographie, aux différentes étapes de la chaîne, et on reviendra dessus après sur comment on s'en sert entre guillemets. La cartographie des risques, elle peut, et c'était une de vos questions si j'ai bien lu, elle va venir alimenter la double matérialité. En fait, ces directives, elles se répondent, et il ne faut pas les imaginer comme séparées, et on reviendra dessus, il ne faut pas, idéalement, travailler en silo ces deux projets. Pourquoi? Parce que les risques ou incidences négatives, alors en France, dans la loi française, historiquement, on parle de risques. Dans la CS3D, on parle de adverse impacts, qu'on traduit pour l'instant comme incidence. C'est ce qui est aujourd'hui traduit comme impact négatif matériel dans la CSRD, dans la traduction française de la CSRD. Alors là, il y a une petite, on peut créer des petites confusions en termes de vocabulaire. On va beaucoup parler de risque quand on parle de vigilance. On parle d'impact négatif quand on parle de CSRD. Et on parle de risques et opportunités aussi dans la CSRD, mais qui ne vont pas définir la même chose, qui vont définir le risque pour l'entreprise. Donc, c'est important de se dire que dans la CSRD, un risque, c'est un effet potentiel ou réel découlant de toutes ces questions environnementales, sociales ou de gouvernance susceptibles d'avoir une incidence négative sur les performances financières de l'entreprise. Donc, les RO de IRO dans la CSRD, qu'on va appeler risque et opportunité, c'est pour l'entreprise. Quand dans les principes de vigilance, l'incidence négative, le risque, c'est l'effet des activités de l'entreprise vers les droits de l'homme, sur les parties prenantes ou sur l'environnement. Donc, avec une vision vraiment plus impact extérieur. Ça, c'est des petites subtilités de terminologie, mais qu'il faut avoir bien en tête pour s'y retrouver, entre guillemets, quand on parle de CSRD et de CS3D. Et donc, il y a quand même tout intérêt à faire communiquer les deux exercices, parce que les risques, les incidences négatives qu'on va identifier via la cartographie de la notion de vigilance, eh ben, en fait, vont se retrouver dans les incidences négatives de la double matérialité. Et le fait de pouvoir faire cette cartographie, alors bien sûr sur ces activités internes, en général, on ne va pas trop mal les identifier dans la double matérialité, mais le fait de faire cette cartographie de vigilance sur sa chaîne d'approvisionnement nous permet d'avoir une vision plus détaillée de ces incidences négatives, et de les faire remonter dans la double matérialité. Donc les deux exercices vraiment sont liés et doivent cohabiter. Alors, il faut utiliser le même langage, anticiper dès le début de ces exercices de cartographie de double matérialité, pour utiliser la méthode homogène, pour qu'elle puisse se répondre, pour qu'elle puisse se nourrir, pour que la cartographie puisse venir nourrir la double matérialité.
aligner les univers des enjeux de la cartographie et de la double matérialité. Nous, chez By Your Way, on propose d'aligner ces univers des enjeux aux ESRS parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir comment dire, vraiment faire dialoguer les différents outils, d'aligner les échelles de cotation à celles de la double matérialité, c'est-à-dire quand on va coter une incidence négative, un risque dans la cartographie, eh ben, on va se poser la question de la gravité, de la probabilité, et dans la gravité de la notion d'ampleur, d'étendue et d'irrémédiabilité, comme on le fait pour la double matérialité et pour la probabilité et la notion de potentiel. Et puis identifier à la fois les incidences négatives et les incidences positives et qui constitueront les impacts positifs de la double matérialité. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que parfois on a tendance à oublier de faire quand on parle d'achat responsable, de chaîne d'approvisionnement, on reviendra dessus, mais souvent on a cet enjeu-là. Ça permet de mutualiser les coûts et les ressources, on fait une seule collecte de données et on sollicite les parties prenantes une seule fois. On connaît mieux la chaîne de valeur via le devoir de vigilance et donc on peut derrière dézoomer sur la CSRD pour hiérarchiser ce qui restera de matériel, mais vraiment d'avoir l'ensemble des cartes en main pour poursuivre, décider, et puis de ne pas oublier certains risques achats majeurs derrière dans sa double matérialité parce que on va parfois oublier de considérer la notion de chaîne amont sur les sujets climatiques, par exemple, alors que ça peut être vraiment majeur, et on le sait aujourd'hui que le scope 3 est majeur, ou sur les sujets de biodiversité, de prendre en compte que la biodiversité qui est liée à son activité, par exemple la création d'une usine et donc l'impact sur un site, alors qu'en fait les impacts biodiversité de l'entreprise, ils sont dans la totalité de sa chaîne d'approvisionnement, et par exemple parce qu'elle va utiliser des matières premières agricoles ou des matières premières minières qui vont avoir un impact au moment de leur extraction qui sont majeurs sur la biodiversité. Donc l'idée, c'est de ne pas oublier ça, parce que dans la matérialité, on aura fait un exercice qui sera beaucoup trop macro. Et aujourd'hui, c'est malheureusement un peu ce qu'on voit quand nous, on accompagne des clients sur l'aspect achat responsable ou vigilance, et qu'en parallèle, ils font leur analyse de matérialité et qu'on n'a pas croisé les deux, c'est qu'aujourd'hui, les analyses de matérialité, elles sont trop macro, elles sont pas assez, elles prennent pas assez en compte les chaînes d'approvisionnement. Et donc, on a tout un tas de soit d'incidences négatives, d'impact, soit même de risques ou d'opportunités potentielles pour l'entreprise en matière de RSE, qui ne sont pas identifiées parce qu'on n'a pas été voir plus précisément avec une cartographie les chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est que cette double matérialité, ça peut ne pas faire la cartographie ou être trop macro sur la double matérialité, ça peut compromettre l'identification de certains risques. Et ça entraîne aussi le fait de ne pas savoir précisément sur quel périmètre déployer les actions sur lesquelles on doit ensuite reporter publiquement. En gros, elle est où mon incidence négative? Si je ne me suis pas posé la question sur l'ensemble de la chaîne, eh ben, je ne peux potentiellement pas savoir où est l'incidence et pas savoir si je peux la gérer ou pas, on reviendra là-dessus. Mais donc, on va avoir des actions qui vont être moins pertinentes et puis on va perdre du temps et des ressources à mettre nos ressources sur des moyens qui en fait maîtrisent pas les enjeux dont on parle et mettre pas des moyens précis sur des actions qui pourraient être pertinentes. Donc, la cartographie du devoir de vigilance, c'est un atout majeur pour le reporting. Ça permet de prendre des décisions qui sont éclairées. C'est ça le but de la carto. La carto, en termes de vigilance, mais en termes d'achat responsable en général, c'est une boussole qui doit vous permettre derrière d'orienter vos actions en ayant conscience, connaissance des impacts négatifs, positifs, potentiels qui vont être générés par vos décisions d'achat. Et donc d'avoir la granulométrie, ce mot est complexe, suffisante pour le choix des bonnes mesures de vigilance. Et la cartographie, elle doit prendre en compte votre capacité à agir. Quand on a vu, et je vais revenir sur ce petit schéma qui dit potentiellement il y a des éclairs partout et des nuages partout sur ma chaîne d'appro, je ne peux pas forcément agir partout. Mais pour savoir là où je peux agir et là où je dois agir, il faut avoir fait cette cartographie et ensuite se poser la question de cette capacité d'influence. Lorsqu'on identifie, nous, chez By Your Way, ces différents risques, j'ai enlevé les soleils là où il n'y avait pas de risque potentiel, bah, il y en a où on va dire, OK, là, j'ai une capacité à agir. Et puis, il y a d'autres risques où on va se dire, bah, en fait, je n'ai pas de capacité à agir, ou en tout cas, j'ai une faible capacité d'action sur ce risque.
Et donc, c'est l'analyse de cette capacité d'action en fin de cartographie, une fois que je sais quelles sont mes incidences négatives, que je vais décider d'agir ou non en fonction de quelle modalité. Et je vais venir allumer certains risques ou pas. Par exemple, si je reprends ma notion d'achat de packaging, au niveau de l'extraction, j'ai dit qu'il y avait des risques de déforestation. Aujourd'hui, vous pouvez très bien agir sur ces risques de déforestation à votre échelle, avec certains labels, avec certaines pratiques, par exemple, sans avoir à aller auditer toute la chaîne et toutes les forêts, par exemple. L'idée, c'est aussi de se dire que dans les plans de vigilance, on sort du triptyque, j'ai une charte, j'ai une plateforme d'évaluation, je fais un audit, et on va pouvoir utiliser l'ensemble des actions possibles en matière de vigilance et d'achat responsable pour maîtriser ces risques. Et donc, jouer sur la déforestation des packaging, c'est possible. Par contre, parfois, on est un tout petit acteur sur le marché et je ne vais pas pouvoir remonter l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et pas pouvoir agir. Si j'achète du matériel informatique, j'ai un risque qui existe sur les matières premières, les terres rares, les minerais qui sont extraits. Ce n'est pas moi qui vais aller auditer ça, ce n'est pas dans ma responsabilité à agir. Par contre, si je suis constructeur de ces ordinateurs, par exemple, là, j'ai une capacité à agir. Donc, on va définir ça ensemble avec les parties prenantes, avec les donneurs d'ordre et avec différents experts. L'idée, c'est vraiment de mettre en place les mesures appropriées, comme le cite la directive sur le devoir de vigilance, qui permettent d'atteindre les objectifs qui sont liés à cette notion de vigilance, c'est-à-dire remédier efficacement aux incidences négatives, en mettant en place des actions qui soient raisonnablement à la portée de l'entreprise. Et cette notion de raisonnable dans la vigilance, c'est dans la loi française, c'est dans les principes directeurs, c'est qu'est-ce qu'il est raisonnable de faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans mes moyens en tant que donneur d'ordre, est faisable. Soit moi directement, soit via des initiatives collectives. Et parfois, on se dira qu'il y a certains risques sur lesquels on n'a pas d'action raisonnable possible et sur lesquels on n'agira pas forcément. Alors, le bilan de ces interactions entre ces différentes directives, l'ACS 3D, avec ces 3 grandes étapes, identifier, traiter, rendre compte, qui sont les étapes de la vigilance depuis les principes directeurs de l'OCDE et de l'ONU, j'identifie mes risques, je traite par des actions spécifiques et je rends compte avec une notion de transparence de ce que je fais, eh bien en fait, vont se coupler avec des choses sur lesquelles vous allez reporter via les demandes de la CSRD. L'analyse de double matérialité, on l'a bien vu, est nourrie par la cartographie des risques. Vous allez devoir reporter sur des data points en lien avec votre stratégie, votre politique, votre gestion des risques. Eh bien, c'est votre stratégie de vigilance. Vous allez devoir reporter sur vos plans d'action et sur ce que vous mettez en œuvre via la CS3D. Bah, c'est tous les data points qui sont liés à vos normes ESRS. Et d'où l'importance, à nouveau, d'avoir bien identifié sa cartographie et donc nourri sa double matérialité avec la chaîne d'approvisionnement. Les échanges constructifs avec les parties prenantes ils sont encouragés dans la CSRD. Il y a un data point sur le système d'alerte, il y a des data points relatifs au suivi, à la révision de ce que vous mettez en œuvre. Tout ça étant publié dans le rapport annuel de vulnérabilité. Et puis, vous avez des éléments aussi à produire dans la CSRD sur les plans de transition. Donc, vous voyez bien à quel point on est en miroir de dire dans la CSRD et de faire grâce à la CS3D. Et en fait, on peut se préparer à mettre en œuvre, même si la directive n'est pas encore en vigueur, en appliquant les principes, en réalisant sa cartographie des risques. Et c'est ça aussi qui est important à avoir en tête, c'est que ça va prendre du temps, mais il faut se préparer. C'est pas des petits exercices aujourd'hui que de réaliser une cartographie des risques. Vous le faites en ce moment, vous vous confrontez certainement à votre double matérialité. Si vous avez commencé à aller jusqu'au bout, vous mettrez à jour votre double matérialité au fur et à mesure avec les informations de la cartographie des risques qui avanceront. Mais c'est vraiment essentiel de s'y mettre en avance. Alors, je vous ai dit qu'on parlait un petit peu de BioWay. Chez BioWay, aujourd'hui, nous, on travaille sur tous ces enjeux et sur tous ces principes de vigilance, puisque depuis le départ, je le disais, l'idée, quand on veut améliorer la responsabilité des achats, c'est pas uniquement de faire des recos. On a une méthode, et cette méthode qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ISO 20400, qu'on retrouve dans les principes de vigilance, bah, en gros, c'est
d'identifier quels sont nos enjeux pour avoir la bonne boussole, de mettre en œuvre des actions et puis après de reporter et de contrôler. Donc aujourd'hui, nous, on réalise depuis longtemps des cartographies des risques RSE aux achats, mais aussi des cartographies des opportunités potentielles. Soit on les réalise nous-mêmes, soit on aide nos clients à les réaliser eux-mêmes avec des méthodes de coaching. Bien évidemment, on crée des politiques, des chartes achats responsables, tous ces outils de stratégie. On intervient aussi pour sensibiliser, impliquer les COMEX, les CODIR. On a des gros programmes de formation, puisque pour pouvoir mobiliser tout le monde, et tout le monde, c'est pas uniquement les acheteurs, quand on parle de ces notions de RSE, de vigilance, mais même de reporting, aujourd'hui, ça mobilise tout le monde dans l'entreprise. Et donc, c'est important de former l'ensemble des parties prenantes sur ces sujets-là. Tous les outils d'évaluation des fournisseurs, bien évidemment, et puis l'évaluation nous-mêmes qu'on peut faire de certains fournisseurs, voire la création de filières responsables qui permettent de se poser la question dès le départ, quels sont les enjeux, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, notamment par exemple aussi via la consultation de fournisseurs, d'ONG, de syndicats, l'intégration des parties prenantes dans la réalisation de vos travaux. On travaille bien évidemment aussi sur les systèmes d'alerte et puis sur tout ce qui concerne le reporting, quels sont les bons KPI à choisir, comment on met en œuvre la bonne gouvernance et puis comment on rédige le plan de vigilance ou les aspects chaîne d'approvisionnement de votre reporting extra-financier et avec des focus aussi qui peuvent être faits pour les plans de transition sur des stratégies achats bas carbone. Alors, en résumé, tout ce travail, il peut paraître lourd. Je sais qu'aujourd'hui, quand vous vous mettez à travailler sur les sujets de CSRD, ça peut paraître être un gros morceau. La cartographie, c'est aussi un gros morceau quand on commence ces notions de vigilance. Mais l'importance de mutualiser les deux pour ne pas perdre de temps, entre guillemets, et puis c'est comme un investissement au départ, c'est vraiment ce qui va nous donner la suite et ce qui vous permettra derrière d'allouer les moyens nécessaires aux bonnes ressources. La double matérialité, ça sert à identifier qu'est-ce qui est important, soit pour l'entreprise, soit en termes d'impact pour les parties prenantes, l'environnement, les personnes. Et donc derrière, de reporter sur ce qui est important, mais donc aussi de faire ce qui est important, hein. La double matérialité, bien sûr, c'est un outil de reporting, mais c'est aussi un outil essentiel de stratégie. Le réaliser conjointement avec la cartographie, on l'a vu, ça permet vraiment d'avoir à la fois le maximum de valeur ajoutée pour l'entreprise, parce qu'on s'y met en avance pour se préparer pour la conformité, mais ça permet aussi d'avoir des démarches qui soient plus pertinentes et des reportings qui soient plus pertinents. Bien aligner donc les méthodologies en amont, faciliter les liens, la double matérialité, la cartographie, le reporting, le plan d'action. Et donc vraiment de se garder en tête l'objectif que on n'est pas là uniquement pour produire un reporting pour atteindre une conformité réglementaire, on est là pour avoir une stratégie d'entreprise plus pérenne, plus durable, plus résiliente. On est là pour identifier là où sont les enjeux et là où on va exercer notre responsabilité. Derrière la notion de réglementation aujourd'hui, le but, c'est pas juste de faire cocher des cases aux entreprises, c'est de transformer les modèles économiques, c'est de transformer la façon d'agir pour exercer sa responsabilité, c'est-à-dire exercer sa responsabilité, avoir conscience des impacts qu'on génère, les minimiser le plus possible quand ils sont négatifs, les maximiser quand ils sont positifs. Alors nous, chez Bayerois, on travaille là-dessus depuis plus de 10 ans. On accompagne nos clients avec vraiment une vision qui est comment, j'allais dire, faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire activer cette notion de responsabilité sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, avec pour but de vraiment changer les pratiques. Et donc pour nous, ces réglementations, c'est pas, comme je disais, juste des réglementations, c'est vraiment des occasions, c'est des opportunités de voir évoluer concrètement les pratiques achats. Et pour nous, la CSRD, c'est vraiment une occasion de se reposer la question sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de ce qu'on fait, et derrière de mettre en œuvre des choses, soit pour être en conformité, mais parce qu'elle arrive, mais surtout pour exercer sa responsabilité. Alors aujourd'hui, si vous voulez nous suivre, vous avez un petit QR code qui est partagé à l'écran. On va maintenant ouvrir le temps des questions-réponses. On pourra revenir sur cette slide si vous le souhaitez, ou de toute façon, vous aurez tous nos contacts.